Rebonjour à tous, bienvenue dans ce top 10 où je vais cette fois-ci revenir sur les films que j'ai le plus aimés cette année, les films que j'ai le plus appréciés. On va passer très vite l'introduction, commençons tout de suite par le numéro 10. Alors on commence avec 20 ans d'écart et je vais en profiter du coup pour intégrer là-dedans quelques remerciements de wishlist. Je tiens donc à remercier Sébastien Nouel qui a... Ça me fait toujours beaucoup rire parce qu'en fait à chaque Noël j'ai un cadeau de Sébastien Nouel. C'est un petit peu la petite tradition. Donc il m'a envoyé 20 ans d'écart, il me l'a envoyé il y a peu de temps. Je te remercie Sébastien encore une fois pour ce nouveau cadeau que tu m'as envoyé. Ça m'a fait beaucoup de bien, beaucoup de plaisir de voir 20 ans d'écart en début d'année. Parce que enfin j'avais sous les yeux du cinéma français qui essayait de faire autre chose. C'est pas le seul d'ailleurs, il y en a un autre, il y en a un autre dans ce classement qui essaye de faire quelque chose d'un peu neuf et d'un peu différent et de rapporter enfin un peu de vie au cinéma français, qu'on arrête de faire systématiquement des comédies pas drôles, des films avec des gens qui ont envie de se sourire les veines dès qu'ils se réveillent le matin. Enfin, on avait quelque chose d'un peu plus sympa, quoi. Alors oui, c'est une comédie romantique, mais c'est pas de la comédie française basique, pas particulièrement drôle, pas particulièrement inspirée. Je repensais à La Cage Dorée aussi, par exemple. Des comédies qui essayent de faire un peu neuf, d'aller dans des nouveaux sujets, d'explorer de nouvelles choses. La Cage Dorée, c'était la communauté portugaise. 20 ans d'écart, c'est les relations avec des grosses différences d'âge, les femmes cougars. Avec de bonnes réflexions en plus dedans, le fait d'avoir fait de Virginie Efira la patronne d'un magazine de mode. Donc par définition, le milieu ou l'apparence est ce qui compte plus que le reste. Et donc dans lequel un écart de 20 ans entre une nana et son mec, ça fait quelque chose d'un peu bizarre, et ça fait jaser, ça fait parler de lui. Donc du coup c'était vachement intéressant, il y avait une bonne réflexion qui était sympa. Donc c'était réalisé par David Moreau qui a fait le si mauvais remake de The Eye dont j'ai parlé cette année, avec son pote Xavier Palu. Ce sont deux mecs qui viennent de l'ESRA de Paris et qui manifestement ont bien fait d'arrêter de bosser ensemble parce que ça donne de bien meilleurs résultats quand il est tout seul. Le film esthétiquement est très joli, ça a été tourné en pellicule, en anamorphique, donc c'est en plus des angles qui sont très très beaux. J'essaierai de vous en parler dans la vidéo qui vous parlera de l'année prochaine. Mais non, enfin vraiment un très beau film, bien réalisé, bien foutu, avec en plus un acteur vraiment incroyable, pionnier de la comédie française. C'était l'année où il a explosé l'année dernière. Il a été dans plein de films où il a fait parler de lui. Et 2014, ça va être son année. Il commencera dès le début de l'année, le 1er janvier avec le 8 janvier avec la sortie d'Yves Saint Laurent. Ça va être, c'est vraiment un acteur qu'il va falloir suivre. C'est le plus jeune sociétaire de la comédie française, et les gens qui sont sociétaires de la comédie française, c'est des acteurs qui sont vraiment c'est vraiment la crème, le haut de gamme des acteurs, quoi. C'est des mecs qui arrivent vraiment à se mettre dans un rôle, mais au plus profond d'eux-mêmes, qui font disparaître tout ce qu'ils ont de tics personnels et de façon de parler et de rythme de langage, etc. pour passer derrière un autre personnage. C'est très très beau à voir, et même dans une comédie comme ça, c'est vachement important d'en avoir. C'était quand il y avait Laurent Lafitte dans 16 ans d'écart, 16 ans ou presque, 16 ans d'écart. Après 20 ans d'écart, 18 ans d'écart, 19 ans d'écart. C'est quand on joue un mec qui se prend pour un adolescent, autant en prendre un qui se prend à fond pour un adolescent et qui va le faire bien, quoi. Parce que c'est le meilleur moyen d'être ridicule, c'est d'avoir un mec qui le joue mal et qui le fait pas bien, et du coup ça aurait été laborieux. Là pour le coup ça ne le fait pas. Donc du coup vraiment une bonne surprise de A à Z, un film que j'apprécie, que j'ai plaisir à revoir régulièrement, et voilà, une des bonnes surprises de cette année. Numéro 9. L'incroyable voyage du jeune et talentueux T.S. Spivett. Pas tant parce que je suis ultra fan de Jean-Pierre Jeunet. En même temps, voilà, Micmac attire l'arigot, j'ai pas aimé, et je l'ai dit très clairement, et je suis pas, justement, je ne suis pas aveuglé par mes attentes et par ce que je sais déjà des gens. Je sais très bien reconnaître quand les gens font des faux parcours, font des mauvais films, font des fautes. Pour ce qui est de T.S. Spivett, ce n'est pas une faute. C'est un léger gadin quand même, parce que c'est manifestement les pires entrées qu'ait fait Jeunet depuis qu'il fait des films. Je crois qu'il a même pas dépassé les 500 000. Et ça, pour le coup, ça valait quand même beaucoup plus. Après, je comprends parce que c'est un film qui est très particulier. Enfin, vraiment, j'étais même étonné qu'il aille là-dedans parce que c'est très bizarre à vendre de T.S. Spivett.
C'est un projet qui est très très particulier. C'est une histoire qui est très lourde pour faire un film joyeux et très joyeuse pour faire un film lourd. C'est ce genre d'histoire qui est trop... il y a un truc bizarre, il y a vraiment un truc particulier qui fait que c'est difficile de se laisser charmer par le truc et de se laisser emporter. Je pense qu'il y avait plein de gens qui n'ont même pas dépassé la bande-annonce. Déjà, la bande-annonce ne montrait même pas que c'était un film de Jean-Pierre Jeunet. Ils en parlaient pas assez. Il y avait pas assez de trucs qui montraient par le réalisateur de Amélie Poulain, par le réalisateur du Long Dimanche de Fiançailles, par le réalisateur, etc. Ils auraient dû en parler plus parce que la plupart des gens ne savaient. Déjà, la plupart des gens ne savaient pas que le film sortait. Et la plupart ne savaient pas que c'était Jean-Pierre Jeunet qui l'avait fait. Ça, c'est de la promo. Avec 400 000 entrées, un bouche à oreille aurait pu fonctionner quand même. Je pense que c'était trop particulier, trop spécial, trop sombre par rapport à ce que fait du Jeunet d'habitude. Moi personnellement, je l'ai beaucoup aimé. Et je dois dire que une des choses qui fait que je l'ai particulièrement aimé, c'est quand même la 3D. C'est beau de voir un mec faire enfin tout ce qui est simplement logique, et tout ce qui est évident, qui va bien. C'est la fin des vacances. Attention, les guirlandes s'en vont d'elles-mêmes. La fin des fêtes. Tout ce qui est évident qui va bien marcher en 3D, quoi. Tout ce c'est normal. Évidemment qu'il faut faire ça. C'est comme ça que ça a marché. Et pourquoi personne n'a eu l'idée avant, quoi. Fallait vraiment attendre que Jeunet arrive. Il y avait que lui qui pouvait trouver cette idée-là. C'est quand même dingue. Donc oui, il y a beaucoup de ça. Il y a tellement de créativité, tellement de beauté dans la 3D. Les plans sont tellement bien travaillés, la profondeur est tellement bien étudiée. Lui, pour le coup, c'est vraiment un mec qui a étudié la 3D de A à Z dans son film et qui savait comment faire pour que ça marche. C'est un cinéaste visuel, évidemment que c'est lui qui va savoir qui va savoir bosser la 3D le plus possible. Et évidemment que c'est une bonne idée de lui confier un film en 3D. Et il l'a relevé avec brio et le film est vachement sympa. Les acteurs sont super bons. C'est le contenu habituel du Jeunet adapté à une nouvelle histoire. Comme je dis, quelqu'un a voulu essayer de faire le malin et de comparer Jeunet et Burton, qui ont tous les deux des univers très particuliers et qui les réutilisent très souvent d'un film à l'autre. Et la différence principale entre Jeunet et Burton, c'est que Burton phagocyte un sujet pour y mettre son univers. Donc le plus important, c'est son univers. Et Jeunet phagocyte son univers pour y rentrer son sujet, presque. Je le dis avec les mêmes termes, mais je devrais pas parce que c'est pas la même portée. Jeunet adapte son univers à ce qu'il va faire et non pas ce qu'il va faire à son univers. C'est toute la différence. Et c'est pour ça que Burton non seulement a les mêmes choses qui reviennent, mais en plus le même univers, les mêmes idées, les mêmes ambiances. Parce que comme c'est profondément son univers et ses idées qui remettent dans chacun de ses projets, c'est juste trouver une nouvelle histoire avec le même univers. Ce qui est pas ce que fait Jeunet. Jeunet trouve une nouvelle histoire qui a un univers complètement différent, et de cet univers-là, il va essayer de trouver des façons de faire des choses intéressantes. Donc voilà, c'est la principale différence entre les deux, et c'est pourquoi Jeunet est bien meilleur. Numéro 3. Star Trek Into Darkness. Alors j'avoue qu'il y a un petit peu de fanboyisme là-dedans, il y a un petit peu le fait que ce soit un des meilleurs films de SF que j'ai pu voir cette année. Ça me permet en plus de remercier quelqu'un de la wishlist, donc je remercie Adrien pour m'avoir envoyé Star Trek Into Darkness, merci beaucoup à toi. Que moi j'ai trouvé vraiment très bon jusqu'à la fin, et même ce fameux retournement final, dont les gens se sont un peu servis pour dire que la fin était un peu précipitée, un peu machin. Alors, c'est un fait que la fin est un peu précipitée, c'est évident pour à peu près tout le monde. Que on a l'impression qu'il savait pas comment terminer son film et qu'il a fait cette fin un peu à la va-vite. Cela dit, il faut retenir une chose, c'est que mettez en place un petit logo spoiler, c'est que Kirk n'est pas mort. En fait, c'est là toute la différence. C'est que Kirk est dans un coma profond induit par la surcharge de radiation qu'il a subi. Il va crever, son cerveau et son corps est en train de se décomposer, de se métastaser de partout. C'est pour quoi Bones le met dans un cryotube pour le mettre en stase et que son corps arrête d'évoluer ou au moins se ralentisse grâce au froid.
et ensuite lui injecte du sang de mecs de mutants à la canne pour qu'il puisse combattre l'infection et les radiations. Donc non, c'est pas un Deus Ex Machina qui sort de nulle part, c'était étudié avant. Mais certes, la fin est un petit peu expédiée, la fin est un peu rapide. Mais moi, c'est ce que je voulais voir dans un Star Trek. Je voulais voir un Star Trek un Star Trek post 11 septembre. Il y avait tellement de choses à dire et ils les ont dit. La manipulation des médias, le côté ennemi commun pour faire marcher l'économie des armes et pour faire marcher, etc. Enfin, il y a tellement de choses qui sont dites dans ce film qui sont vraiment intéressantes, qui sont vraiment très très bien foutues, qui sont vraiment bonnes, qui sont vraiment belles. La scène de fin en particulier. Et moi, ce qui est assez drôle, c'est que j'ai remarqué que beaucoup de fans de la saga originale et donc qui ont vu les films originaux, et en particulier La Vengeance de Khan, dont ce film est une réinterprétation, une réécriture. C'est la fameuse scène du Khan et de ce qui se passe à la fin. Je vous dis pas quoi pour pas remettre du spoiler partout, que vous puissiez quand même avoir un petit peu la critique. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a des fans qui ont dit qu'ils trouvaient ça nul parce que c'était mal réintégré dans l'histoire. Et d'autres qui disaient que du coup les gens qui ne connaissaient pas Star Trek à la base allaient voir cette scène-là et n'allaient rien comprendre. Pour moi, justement, cette scène-là, au contraire, est vachement intéressante parce qu'elle est totalement inversée par rapport à son sens premier, réécrite, et donc les rôles étant inversés par rapport à la colère de Khan, le deuxième film de la franchise. Et pour des gens qui ne l'ont pas vu, c'est une super scène très très forte à voir, et ça montre très bien la relation entre les deux personnages. Et au contraire, ça marche super bien. Enfin, moi je trouve que cette scène-là, elle est au contraire extrêmement bien réinterprétée, extrêmement bien réintégrée dans le film. Et je vois que du positif à en dire à ce niveau-là. Effectivement, comme tout le monde, voilà, je suis un petit peu sur ma réserve à cause de la fin. Mais globalement, j'ai vraiment rien à reprocher à ce film. Il était vachement bien, il était super bien foutu. Mise en scène un peu années 90 habituelle d'Abrams, avec des révélations et des machins. C'est mon nom est Khan et des choses comme ça, mais c'est son style aussi, et lui il le fait bien. C'est pas le tout que ce soit son style, mais autant qu'il le fasse bien, et il le fait bien. Ça marche super bien dans ses films, ça rend bien, et malheureusement si tout le monde n'avait pas vu les bandes annonces avant, ça marcherait beaucoup mieux. Surtout si tout le monde n'avait pas deviné aussitôt avant que c'était bien évidemment Khan qui serait le méchant, ce qui était plus qu'évident. Mais voilà, enfin c'est dommage que ça ait été si évident, parce que sinon l'effet aurait super bien marché et ça aurait été formidable. Donc voilà, un des bons films de science-fiction de cette année, Star Trek Into Darkness. Passons tout de suite à la suite.